Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Nos invités ont un point commun, ils sont tous passés par des études de compta. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, bref, ils font tous plus ou moins de la compta. Eh bien en réalité, pas tout à fait. Certains ont même quitté les métiers du chiffre pour devenir prof ou monter une entreprise par exemple. À travers ces parcours, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible en description. Bonne écoute! Bonjour Philippe. Bonjour Julie. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Bah écoute, moi aussi, ça me fait plaisir. Merci de me recevoir. Alors, on n'est pas dans ton cabinet puisque tu n'es pas expert comptable. Aujourd'hui, on est dans le Airbnb que j'ai loué à Rouen, qui est une très jolie ville. Du coup, pour t'expliquer un peu comment ça va se dérouler le podcast, il va y avoir plusieurs parties. Une première partie, on va remonter au tout début. Le tout petit Philippe, où est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il faisait, quel type d'enfant il était. Après, bien sûr, quelles études tu as faites, quel métier que tu as fait, et il y en a un certain nombre. Et puis jusqu'à en arriver à là où tu es aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux te présenter brièvement en 30 secondes, dire aujourd'hui ce que tu fais ? D'accord, très bien. Donc moi, je m'appelle Philippe Bontemps, effectivement. Donc aujourd'hui, je suis commercial pour la société ACD, un éditeur de logiciels où beaucoup d'experts comptables doivent connaître. Donc voilà, donc ça c'est mon métier. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus sur mon métier, c'est que c'est assez vaste. En fin de compte, c'est un métier assez enrichissant parce que je suis constamment à la rencontre de plein d'experts comptables qui sont tous plus ou moins différents. Sur la partie relations humaines, je trouve que c'est très intéressant et très enrichissant. Voilà. Et après, l'idée, c'est aussi de les accompagner. Mon objectif, c'est pas que de vendre mes logiciels, c'est de les accompagner après la vente, de comprendre leurs problématiques et de leur apporter du conseil, notamment en partageant les retours d'expérience de mes clients à l'utilisation. Donc ça, c'est intéressant d'échanger sur les bonnes pratiques. Donc voilà. Ok, super, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors du coup, où est-ce que tu es né ? Alors moi, je suis né dans une très belle ville qui s'appelle Versailles. Voilà. D'accord, t'es d'Île-de-France en fait. Voilà, c'est ça. Au départ, j'étais d'Île-de-France, mais très jeune, à l'âge de 5 ans, j'ai été dans l'Oise, à Méru. Donc mes parents avaient fait le choix d'aller à la campagne, faire construire une maison. Donc du coup, après, j'ai vécu toute mon enfance dans l'Oise et la région Picardie. Voilà. Ok, ça marche. Et t'avais des frères et sœurs ? Oui, j'ai une sœur aînée et un frère aîné, mais bon, on est assez proches l'un de l'autre en termes d'âge. Moi, je suis le petit dernier, voilà. D'accord. Est-ce que quel type d'enfant t'étais Est-ce que t'étais sage ? Est-ce que t'étais turbulent ? Est-ce que peut-être que t'aimais bien parler déjà, communiquer ? Oui, je pense qu'effectivement, la communication, parler, tout ça, ça a toujours été, faisait partie de mon ADN, on va dire. Après, malgré tout, dans l'enfant, j'étais un peu sage quand même, un peu timide. C'est assez paradoxal par rapport à aujourd'hui où je pense que je suis beaucoup moins timide. Donc voilà. Comme quoi, ça peut changer. Enfin, moi aussi, j'étais timide. Bon, je le suis encore un petit peu. Mais ça va en s'arrangeant. Mais pour ceux qui nous écoutent potentiellement, qui sont un peu réservés, introvertis, en tout cas, ça peut des fois changer au cours d'une vie, quoi. Oui, exactement. C'est l'expérience de la vie, je pense. Le fait d'avancer dans la vie, d'être au contact des gens, etc. La timidité se lève, quoi. Effectivement. Et au niveau scolaire, du coup, t'étais quel type d'élève ? Alors moi, j'étais un élève, on va dire, j'étais pas un élève studieux. J'ai jamais trop aimé l'école. Donc je faisais le strict minimum pour avoir au moins la moyenne, on va dire. Mais j'ai jamais eu d'excellents résultats à l'école. Voilà. Donc, Et tes parents, est-ce qu'ils te poussaient à travailler ? Alors du coup, moi j'ai des parents divorcés. Donc à l'âge de 15 ans, mes parents ont divorcé. Donc après, c'est vrai que quand je suis arrivé au lycée, je vivais avec ma maman, tout simplement. Donc voilà. Mais ça les dérangeait pas que t'aies pas des super notes ou...
Non, voilà, du coup, c'est vrai que ma maman elle était assez monopolisée dans son travail pour s'occuper des 3 enfants. Et du coup, j'avais une certaine autonomie et donc je vivais comme ça, le Du jour, moment je que me ça laissais vivre. passait. Voilà, c'est ça, hein. Et donc après, bon, j'ai quand même redoublé quelques fois, hein. T'as Euh, redoublé quelle classe du coup? j'ai redoublé, c'était justement un peu une période de perturbation où j'ai redoublé la troisième et la seconde. Et après, je suis reparti dans un nouvel élan pour avoir mon bac en compta et ensuite le BTS, quoi. Donc, Du voilà. coup, t'étais en seconde générale ou... Voilà, j'ai fait une seconde générale. J'étais donc dans un lycée qui venait de s'ouvrir à Méru, le lycée Condorcet. Du coup, donc ça c'était assez marrant, quoi, parce que c'était un lycée qui venait de se créer. Donc on a été les premières classes de seconde, ensuite les premières classes de première et de terminale. Donc voilà. Et je rebondis aussi par rapport à ça que j'ai une passion qui est les échecs. Et ça me fait penser aussi que du coup j'avais instauré le jeu d'échecs au sein du lycée. J'avais notamment le conseiller d'orientation qui aimait bien les échecs, avec qui je jouais de temps en temps quand on était en permanence. Et puis après on avait fait un concours dans l'école. Et on jouait aussi avec des professeurs qui aimaient bien les échecs, etc., quoi. Voilà. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet, c'est que j'étais arrivé en finale du concours. Donc il y avait plein d'élèves, des joueurs assidus, des élèves qui étaient issus du bac scientifique, etc. Et j'avais été surpris de la réflexion d'une de mes profs d'histoire qui ne comprenait pas pourquoi j'étais en bac G2, parce que j'étais très bon aux échecs. Parce que bac G2, du coup, C'est le bac c'était... compta, le bac aujourd'hui, le SST, ou je sais ST, plus. G. Ça change tout le temps Enfin, ouais. maintenant. Mais voilà, c'est le cursus pour avoir le bac de comptabilité, quoi. Hein. Ok. Oui, alors qu'au final, ça veut rien dire. Et puis la compta, c'est aussi beaucoup de logique. Donc finalement, c'est pas... Exactement. Voilà. Bon, après, il y a un certain chanteur aussi très connu qui disait le bac G2, c'est le bac poubelle. Ah bon, c'est qui Zep disait ça? Sardou. Ah oui. Bah, c'est vrai que c'est un peu des fois l'image qu'il y a encore, enfin de dire, tu vois, si t'es pas très bon à l'école, tu vas faire un bac technologique alors que ça veut rien dire. Et puis, bah, des fois, si on veut, par exemple, si on sait qu'on veut faire de la compta, autant aller directement dans une filière qui est un peu plus professionnalisante. Enfin, ça veut rien Exactement. dire. Voilà, moi je pense qu'effectivement j'ai toujours voulu aller dans le concret, c'est pour ça que j'aimais pas trop l'école, parce que c'était trop théorique. Et du coup après effectivement, rapidement je suis rentré dans la vie active. Et là je me suis senti beaucoup mieux et là je me suis senti beaucoup plus impliqué dans mon travail. J'étais recruté par un cabinet parisien sur lesquels j'ai fait mes premières armes pendant 6 ans, où là j'ai vraiment appris le métier, on va dire, de collaborateur confirmé, hein, de tenir un dossier de A à Z jusqu'à la révision, la gestion des bilans, etc. Où là j'ai vraiment très bien appris le métier, on va dire. Et avant ça, alors, comment t'es arrivé en compta? Parce que c'était toi, t'avais envie de faire de la compta ou est-ce que... Non, alors effectivement au départ moi je me laissais aller et donc du coup comme c'était un lycée qui venait de se créer, déjà, il y avait les 2 filières G2, G3. Donc G3, c'était la partie commerciale, mais il manquait des effectifs pour la partie G2. Donc on m'a dit... Déjà à l'époque, il y avait un problème d'attractivité. Voilà, c'est ça. Et du coup, on m'a dit, Philippe, tu vas aller faire G2 parce qu'il manque des élèves. Et puis, bah, moi, je n'ai pas trop réfléchi. Je me suis laissé imposer ça. Et du coup, voilà, ça, c'est l'histoire. Après, une fois que j'ai eu mon BTS compta... BTS ou un... un BTS, ouais. C'était pas... Il y avait le bac d'abord, Il y a le bac G2, et ensuite, c'est le BTS et du compta, coup, bac plus 2, ça quoi. t'a... Enfin, du coup, toi, ça t'a plu la compta et tu t'es dit, je continue là-dedans ou... Alors non, non, encore une fois, après, l'idée c'est effectivement, ma maman m'a dit, bah tu vas pas t'arrêter au bac quand même, donc l'idée c'est de persévérer un petit peu, d'apprendre un peu plus. Donc c'était, voilà, donc j'étais quand même jusqu'au bac plus 2, j'étais au lycée Félix Faure à Beauvais. Et puis après, je suis rentré dans la vie active. Bon, en parallèle, je faisais les marchés le week-end aussi. Je vendais les produits fermiers, etc. avec un ami. Donc ça, c'était aussi une expérience en rapport avec la vente qui était intéressante. Et puis voilà, donc après, je ne suis pas rentré directement en cabinet d'expertise comptable. À l'époque, c'était peut-être moins facile aujourd'hui d'intégrer un cabinet. Parce que tant qu'ils recherchaient des profils qui avaient une certaine expérience, mais faut-il commencer pour avoir une expérience? Donc ça, je pense que ça peut être une problématique. Et donc du coup, alors déjà j'ai fait le service militaire. J'étais un des derniers à avoir fait le service militaire. J'ai fait le service militaire dans C'était obligatoire C'était encore obligatoire, Ok. ouais. C'était en 96. J'ai fait le service militaire dans la police nationale à Paris.
Donc ça, c'était intéressant pour découvrir un petit peu le milieu de la police nationale. Comment tu l'as vécu ça? Bah, je l'ai vécu, il y a eu des moments plus ou moins difficiles parce que j'ai fait plusieurs arrondissements. J'ai fait ce qu'on appelle, comment on appelle ça là Enfin, on reste positionné devant comment dire, des résidences d'anciens présidents ou des ambassades, etc. Donc, c'est le guet un peu. on appelle ça la plante verte. Là, je retrouvais plus mon. Mais du coup, j'ai gardé la résidence de Balladur, de Valéry Giscard d'Estaing, etc. Et puis des ambassades. Donc, à un moment donné, on m'a demandé de garder l'ambassade d'Israël, mais les policiers, ils avaient un gilet pare-balles, mais moi, il n'y avait pas de gilet pare-balles. Donc, moi, je devais faire le guet, mais sans gilet pare-balles. Donc, ça s'est mal passé. Mais sinon, voilà, après, j'ai malgré tout toujours des bons souvenirs et une bonne expérience. Il y a plein d'anecdotes que j'ai vécues pendant 10 mois dans mon service militaire. Il y en a qui te viennent en tête, là, que tu peux nous raconter un peu? Parce que c'est vrai que oui, nous, tu vois, c'est tellement loin de se dire le service militaire. C'est ça. Si ça devait être mis aujourd'hui, ça nous ferait tout bizarre. Mais du coup, est-ce que tu as des petites anecdotes Oui, j'ai une anecdote un peu bizarre, hein, mais c'est vrai que j'étais dans le 18e. Je devais aller faire la sortie d'école pour faire passer les enfants sur le passage piéton. Et puis après, en rentrant, je suis passé par la Goutte d'Or, un quartier un peu chaud, on va dire. Et il y a des jeunes qui m'ont vu, m'ont coursé après, et puis m'ont jeté des caissons de bouteilles, etc. Donc je suis parti en courant au commissariat, quoi. Mais bon, après, ça s'est bien passé. Je suis pas mort, mais c'est vrai que c'était une petite peur que j'ai eue, quoi. Voilà. Après, c'est sûr qu'en compta, t'étais plus en sécurité, du coup, pour le coup. Oui, c'est sûr que là, la compta, au moins, on était dans une zone plus sécurisante, effectivement. Ouais. Ça, c'était du coup quand t'as fait... c'était après ton bac STM, ton BTS ou c'était... Voilà, tout à fait. Donc, je suis sorti du BTS, j'ai eu une petite année où j'ai travaillé un petit peu dans tout et n'importe quoi, dans des usines à côté de chez moi pour gagner un peu d'argent. Du coup, tu cherchais un cabinet et tu ne trouvais pas? C'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. Donc, je ne trouvais pas de cabinet autour de chez moi, en tout cas. Donc, parce que c'est vrai que mes rues dans l'Oise, il n'y avait pas non plus 50 000 cabinets. Donc, en tout cas, à l'époque, je ne me souviens pas qu'il y avait plein d'opportunités possibles pour trouver un poste. Et d'autre part, comme j'avais un profil sans expérience, je pense que c'était encore moins évident. Voilà. Mais donc après, je suis rentré, une fois que je suis sorti du CS militaire, j'étais en grande distribution. J'étais chez Mammouth, qui est devenu Auchan. Voilà. J'allais dire, je connais pas du tout. J'ai connu la transformation, donc il y en a qui m'écoutent, ils doivent avoir connu le fameux Mammouth en termes de logo, qui est devenu Auchan, qu'Auchan avait racheté le groupe. Donc j'étais un petit peu polyvalent, j'ai fait employé libre-service dans les rayons et j'étais responsable de caisse. Donc là, c'était quand même un Auchan assez important, donc je gérais après une 50aine de caisses. Donc j'ai géré des fonds, etc. Donc c'était assez intéressant comme approche. Donc voilà. Et puis après, j'étais comptable en entreprise, je suis un courtier en assurance. Donc là, j'ai vécu un petit peu le monde du courtier d'assurance. Ensuite, j'ai eu une opportunité pour faire une formation à la Poste, à la Banque Postale, pour être conseiller financier. Donc ça, j'ai fait la formation. En fait, c'est conseiller financier, c'est en gros, t'es un peu banquier, quoi. Enfin, voilà, c'est les conseillers qu'on a à la banque qui te reçoivent et qui te proposent de faire des placements, voilà, qui s'occupent de tes comptes, etc. Ça me fait toujours rire, tu sais, les appellations conseiller, financier, oui. En fait, voilà, c'est ça. Il faut toujours trouver le joli mot. Hein. Le truc qui fait vendre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc ça, j'ai fait ça 6 mois. Et ensuite, j'ai commencé à réussir à trouver une place en cabinet parisien où là, effectivement, ils m'ont donné la chance d'intégrer sans expérience. Et donc, j'ai appris très vite le métier. Et le responsable de bureau, qui n'était pas expert comptable, m'a vraiment très bien appris le métier. S'il m'entend, je pense qu'il saura de qui je parle. Et pendant ces 6 premières années, il m'a vraiment appris très bien le métier. Et ce que j'ai pu après me vendre pour aller évoluer, aller découvrir d'autres cabinets, parce que je suis toujours quelqu'un de curieux qui va vers la découverte pour voir autre chose, quoi. Voilà. Du coup, c'était quoi tes missions dans ce premier cabinet? Au départ, je pense tout de suite, on te demandait d'être responsable de dossier. Hein, donc, on t'apprenait un petit peu tous les contours du métier de la gestion d'un dossier. Hein. Donc, de la tenue à la révision jusqu'à l'établissement du bilan, quoi. Okay. Et à l'époque, est-ce que c'était peut-être moins répandu d'avoir des profils bac plus 3, bac plus 5? Parce que, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu la norme maintenant de recruter des bac plus 5, alors qu'il n'y a pas forcément besoin, entre guillemets. Du coup, c'était comment pour toi? Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai pour mémoire, effectivement, qu'à cette époque, en tout cas, bac plus 2, c'était plus le critère de recherche, quoi, on va dire. Voilà.
Mais après, moi, je connaissais aussi d'autres collègues qui étaient un peu plus âgés que moi, qui avaient que le bac au final. Donc je pense qu'effectivement, on part d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, en termes de critères d'embauche, peut-être qu'effectivement, on cherche de plus en plus des diplômés, quoi, a priori. Alors qu'au final, quand tu arrives en cabinet, dans tous les cas, tu sais rien faire. Donc, Oui, bah oui, parce que moi, je me souviens aussi, dans mon dernier cabinet, que j'ai formé, entre guillemets, une expert comptable stagiaire. J'ai eu cette capacité à pouvoir l'accompagner, à découvrir le métier finalement, oui, le vrai métier ça en veut rien cabinet, dire, quoi. hein. Hein, parce que quand tu ressors avec de la théorie, je pense qu'effectivement, il faut découvrir malgré tout. Alors, je pense qu'elle a des connaissances très techniques sur des aspects de fusion, de consolidation, tout ce que tu veux, sauf qu'au départ, on va te demander effectivement de faire de la saisie, un rapprochement bancaire, enfin voilà. Donc ça, c'est d'autres approches qui ne sont pas forcément maîtrisées, et ce qui est normal, quoi. Hein. Ça, je trouve ça dommage parce que tu vois, par exemple, la fusion, enfin, la consolidation, etc. Enfin, c'est pas des trucs qu'on fait au quotidien. Ouais. Et des fois, on se retrouve, enfin, moi, c'était pas mon cas, mais en alternance où t'as des cours comme ça de fusion, de consolidation. Et à côté, tu fais que de la saisie. Ouais. Et là, tu te dis, mais, enfin, Ah oui, il y a un fossé, hein, c'est sûr. C'est sûr, je pense qu'il y a un fossé entre ce que tu apprends à l'école et après ce que tu vas exploiter de ce que tu as appris sur le terrain. Parce qu'on va te demander quelles sont tes attentes, etc., quoi. et au contraire, il y a plein de choses qu'on nous apprend pas, Oui, enfin, tout ce qui est relations clients, etc. c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui devraient être abordées à l'école pour apprendre d'autres aspects qui sont la relation avec les clients. Alors, notamment pour le cursus de l'expert, je pense que l'expertise comptable, tout le monde est convaincu qu'il faut aborder des sujets tels que le management, la partie commerciale et tout ça, des choses qui ne sont pas forcément abordées aujourd'hui, en tout cas qui doivent être intensifiées dans l'apprentissage pour qu'effectivement que ça soit utilisé en tant qu'expert comptable et chef d'entreprise d'un Ouais. cabinet. Pour le management, on va te dire, mais si, il y a des épreuves de management en DSCG, mais tu vois, c'est des théories. Ouais, c'est toujours de la théorie. Donc après, je pense que là, c'est intéressant de pouvoir réussir à faire de l'alternance et d'avoir un compromis entre la théorie et la pratique, justement, pour mettre en pratique éventuellement la théorie qu'on a vue. Je pense que les deux peuvent être une bonne chose. Mais moi, enfin, de ma vision, moi, pour moi, à la limite, l'alternance devait être obligatoire, enfin, au minima pour le DSCG, Ouais. et même limite pour le DCG, enfin, le faire le plus tôt possible, parce qu'il y a tellement une différence entre ce que tu vois en cours Il y a un et ce que fossé, tu ouais. vois dans la vie professionnelle, que moi encore, j'ai eu, entre guillemets, de la chance, enfin, je l'ai choisi aussi, mais de faire de l'alternance. Mais ceux qui font leur master CCA ou leur DSCG en initial, je me dis, enfin, tu t'inscris au stage, Ouais. tu sais rien faire du tout, et c'est même compliqué, je pense, par rapport à, tu vois, dans sa confiance en soi, de se dire, Mhm. bah, je vais être expert comptable, et puis, sauf qu'en fait, je sais rien faire, et j'ai, entre guillemets, sans jet péjoratif, mais j'ai des personnes qui ont un BTS, qui ont 10 ans d'expérience, qui sont en train de m'expliquer, alors que, entre guillemets, tu te dis, j'ai un bac+5, voilà, je suis diplômée, etc., mais en fait, tu sais rien faire, et je pense que ça peut faire perdre confiance en soi aussi, ce fait-là Ouais. d'arriver au cabinet et de rien savoir faire. Enfin, toi, vu qu'aujourd'hui tu côtoies pas mal de cabinets, de collaborateurs, tu le ressens aussi, ce fait peut-être d'avoir plus des profils un peu limite même surdiplômés comparé à ce qu'ils font. Non, j'ai pas forcément cette vision-là et cette expérience et le regard que tu as toi. C'est vrai que moi, les rapports que j'ai avec les gens là par rapport à ma casquette aujourd'hui de commercial, donc effectivement, comme j'accompagne, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir intégrer un cabinet et me mettre à leur place, avoir ce côté empathique et de voir un petit peu ce qu'ils font. Maintenant, c'est vrai que non, j'ai pas cette vision au niveau des gens qui sont surdiplômés, effectivement, parce que souvent, en plus, je pose pas forcément la question est-ce que tu es expert comptable ou comptable, quoi. Au final, moi, Toi, tu fais pas la enfin, non, je m'attarde pas trop à ça. Au final, moi, ce qui va m'intéresser, c'est effectivement qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous souhaitez faire et comment on va le faire, quoi. Donc après, voilà, c'est comme ça que ça se passe, quoi. toi, tu fais pas tellement au final la différence entre l'expert comptable et le comptable, parce que je sais pas, enfin, au final, Bah, quand disons que des fois, je peux avoir peut-être en face de moi un expert comptable, effectivement, qui, entre guillemets, gère des dossiers de A à Z. Et donc, il est expert comptable salarié. Et finalement, n'utilise pas son diplôme pour être à la tête d'un cabinet. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a plein de profils d'experts comptables qui ont un positionnement différent au sein du cabinet.
Et toi, du coup, quand tu as quand même travaillé en cabinet, tu t'es pas dit je veux être expert comptable? Ça n'a pas été. Alors en fin de compte, la question, mais souvent des fois, tu te poses, tu te dis qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai toujours eu cette volonté d'évoluer. Donc à un moment donné, oui, je me suis dit, la seule façon d'évoluer dans le métier de cabinet, c'est de reprendre les études et puis d'aller vers l'obtention du diplôme. Mais comme j'ai jamais été studieux et jamais aimé les études, j'ai jamais eu cette volonté de reprendre les études pour décrocher le sésame, le diplôme d'expert comptable. Après, tu peux quand même évoluer, même sans forcément le diplôme. Enfin, on dit souvent que ça prend plus de temps. Soit. Oui, oui, alors moi je pense qu'aujourd'hui, par mon expérience, j'ai vu des gens qui ont évolué au sein des cabinets sans avoir le diplôme. Et notamment au responsable du bureau qui m'a formé pendant les 6 premières années, il n'a jamais été expert comptable. Par contre, il avait l'entière confiance de l'expert comptable, qui avait d'ailleurs un très beau cabinet qui aujourd'hui a revendu à un grand groupe. Mais voilà, donc même il l'avait fait rentrer en tant qu'associé. Et aujourd'hui, je côtoie quand même pas mal d'associés d'experts comptables qui ne sont pas diplômés d'experts comptables, mais qui sont devenus associés parce qu'effectivement, ils jouent un rôle important au sein de l'entreprise. Et ils ont aussi des compétences en termes techniques qui se rapprochent d'un expert comptable sur certains sujets. Encore une fois, la comptabilité, c'est quelque chose de très vaste. Et aujourd'hui, personne va connaître tous les contours et va être performant et expert dans tous les domaines de la comptabilité. On en apprend tous les jours. Donc voilà, donc après, effectivement, je pense que le diplôme d'expert comptable, il est intéressant à acquérir parce que ça permet malgré tout d'avoir des connaissances techniques sur certains sujets qui vont être utiles pour l'accompagnement d'un dirigeant. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des choses qui vont être utiles de manière récurrente et quotidienne dans ma vie au cabinet. Aujourd'hui, je dirais que les relations qu'on a avec les chefs d'entreprise sont centrées surtout sur la mission d'expertise. Après, ce n'est pas toujours vrai parce qu'effectivement, les experts comptables peuvent avoir une diversité d'offres de services dans le domaine de la gestion du patrimoine, dans le domaine de l'optimisation de la fiscalité, etc. Donc, il y a plein de sujets aujourd'hui qui sont proposés par les experts comptables. Et là, on va trouver des gens qui ont les compétences dans tel et tel domaine pour pouvoir y répondre. C'est là que des fois, on a des cabinets qui vont aller trouver des confrères pour s'associer, etc. Justement pour proposer ces différents services parce qu'une seule personne ne sera pas capable de proposer une diversité de services parce que ça nécessite d'avoir une maîtrise de chaque spécialité de métier, quoi. Ouais, bah moi je suis plus. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais à dire que l'expert comptable il peut pas être généraliste parce que c'est impossible de tout savoir. Toi, t'en penses quoi de ça? Alors moi je pense qu'il peut être généraliste dans le sens où il va être surtout dans l'écoute du besoin du client. L'idée, effectivement, je pense qu'il va jouer le rôle d'un bras droit de ses clients, dans le sens où il va identifier les besoins, il va être là pour être proche du dirigeant. Dès l'instant qu'il rencontre des difficultés dans tel et tel domaine, il va pouvoir s'appuyer sur l'expert comptable qui va lui apporter des réponses soit en direct, soit en faisant intervenir des partenaires ou des gens qui ont le domaine de compétences. Mais au moins, ça sera un rapport intéressant avec un bras droit qui va lui trouver les bonnes ressources pour lui apporter des réponses. Donc je pense que c'est plutôt dans un sens où il va identifier les besoins de son client sans forcément pouvoir lui apporter la réponse lui-même, mais au moins il va lui apporter la réponse en lui apportant le bon interlocuteur. En sachant s'il faut le réorienter vers un gestionnaire de patrimoine, C'est ça, voilà. vers un courtier, vers... Voilà, tout à fait. Quelqu'un spécialisé dans l'immobilier, voilà. Ou un avocat, un notaire. Et est-ce que ce que tu disais de l'expert comptable, est-ce qu'en soi, un collaborateur ne peut pas aussi faire ce job-là? Est-ce qu'on est forcément expert comptable pour avoir cette casquette? Moi, je pense qu'effectivement, il y a certains profils de collaborateurs qui ont ce sens de la relation, de l'écoute. Donc ça peut être intéressant d'étudier les soft skills des personnes qui ont déjà ça en eux. Ça sera plus facile déjà de pouvoir leur léguer ce genre de choses où ils vont renforcer la relation avec le client. Parce que déjà, un collaborateur en cabinet, nécessairement, il a une relation avec le client qui est établie pour la gestion du dossier. Ils se voient pour récupérer les pièces comptables. Des fois, il y en a, ils vont travailler dans l'entreprise, donc la relation est d'autant plus forte. Là, il y a une relation humaine qui s'inscrit parce qu'à un moment donné, ils ne vont pas parler que de la compta, ils vont peut-être manger au restaurant. En tout cas, il va y avoir des échanges un peu plus sur le côté humain qui vont se faire et qui vont être intéressants.
Donc du coup, de ce fait-là, je pense que les collaborateurs peuvent évoluer et être plus dans l'échange, poser des questions. Parce que le but du jeu, c'est de poser des questions pour identifier des besoins et pourquoi pas proposer, être force de proposition. Et parce que peut-être que finalement, les entrepreneurs, des fois, ne pensent même pas que l'expert comptable ou le cabinet, en l'occurrence avec le collaborateur, vont pouvoir lui apporter des réponses à des questions diverses et variées qu'il peut rencontrer en tant que chef d'entreprise. Oui, c'est vrai que des fois, ça arrive que le client se tourne vers des avocats ou autres pour faire certaines choses, et puis qu'après, l'expert comptable arrive et dit, mais en fait, j'aurais pu vous le faire. On aurait pu le faire, mais en fait, bien sûr. J'avais écouté un podcast, alors je crois que c'était un podcast de Mathieu Stéphanie, pour ceux qui connaissent, et où il disait justement que, bon, lui, il est dans le conseil, dans le digital, etc., et que, en fait, donc il avait, en fait, des fois des connaissances à lui, qui avait ce besoin-là, mais qui se tournait pas vers lui, parce que il savait pas qu'il le faisait. Et au début, lui, il était en colère contre les personnes de son entourage. Et il disait, mais attends, t'as pas pensé à moi et tout. Sauf qu'en fait, après, il s'est dit, mais en fait, le problème, c'est pas eux. Le problème, c'est que c'est moi qui ne communique pas assez dessus et qui ne met pas en avant que je peux faire ce type de prestation. Et du coup, si la personne n'a pas pensé à toi, c'est que le problème, c'est toi, en fait, entre guillemets, et qu'il faut travailler sur ça et de dire tout ce qu'on peut faire, parce que, même nous, entre guillemets, dans la profession, c'est à ça aussi que sert le podcast, de dire tout ce qu'on peut faire, mais même nous, limite, on ne sait pas tout ce qu'il est possible de faire. Alors le client, lui, quand il voit expert comptable, il voit bilan, et si tu lui as pas expliqué que tu pouvais faire plein d'autres choses, c'est évident qu'il va pas penser à toi. Voilà, donc je pense que les mots-clés, c'est la communication, c'est la curiosité et l'écoute et s'intéresser à ses clients. Et plus on sera dans ce mindset-là, plus je pense qu'on va pouvoir faire évoluer la relation et du coup aller vers le conseil et proposer du service qui n'est pas forcément inné au départ. Je pense que ça peut même être dans l'autre sens, de se dire quel besoin le client a. Ok, il a tel besoin. Ah du coup, peut-être qu'on peut essayer de le faire. Est-ce qu'on peut le faire ? C'est ça. Oui, en fait, pourquoi on pourrait pas le faire ? Bien sûr. Mais je pense qu'il faut... Les chefs d'entreprise, c'est pas simple. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui veulent faire chef d'entreprise, qui se mettent à leur compte, qui se mettent en tant qu'entrepreneur sans salarié d'ailleurs. D'ailleurs, il y a eu aussi le mode auto-entrepreneur pour répondre à cela. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui rêvent d'être entrepreneurs alors que c'est pas forcément adapté à tout le monde, parce que c'est pas non plus le bonheur. C'est pas donné, c'est pas pour le profil de tout le monde. De vouloir être entrepreneur. Moi, je l'ai tenté. J'ai quitté à un moment donné, j'ai voulu me mettre à mon compte en tant que consultant indépendant. C'est pas donné à tout le monde. Donc, du coup, c'est pas non plus le 100% bonheur d'être entrepreneur. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es chef d'entreprise, tu es tout seul des fois et tu as besoin de personnes qui vont pouvoir t'aider. Et je pense d'avoir un bras droit comme un expert comptable, comme un cabinet, qui va aller au-delà de la mission de l'expertise, mais qui a vraiment des capacités pour t'écouter et t'accompagner et t'apporter plein de réponses sur plein d'aspects. Aujourd'hui, on voit des cabinets qui s'y mettent sur d'autres approches, dans le domaine du marketing, dans le domaine... donc il y a pas mal de choses intéressantes. Et je pense qu'effectivement, la voie, elle est orientée vers ça pour les cabinets. C'est d'ouvrir ses chakras, entre guillemets, et d'être force de proposition. Mais il faut que les choses deviennent naturelles. Et pour qu'elles deviennent naturelles, il faut s'intéresser encore une fois à l'humain, à ses clients, à ses collaborateurs. Et quand on est dans ce mindset-là, les choses, elles arrivent de manière naturelle. On va te dire, Philippe, nous, on n'a pas le temps de s'intéresser. On a trop de choses à faire. Alors, comment on fait ? Oui, alors après, c'est sûr que c'est jamais évident, mais je pense que des fois, on essaie toujours de se trouver des excuses et puis de se cacher derrière les choses. Je pense qu'une fois qu'on a déjà le mindset et qu'on a déjà une vision qui est mise en place, après, je pense qu'on arrivera toujours à trouver des solutions. Voilà. Moi, j'aime pas les gens qui disent « j'ai pas le temps ». Tu prends pas le temps, c'est juste que c'est pas ta priorité. C'est ça, il faut prioriser les choses. Aujourd'hui, de toute façon, on vit dans une époque où tout va à 100 à l'heure. Donc le temps, c'est sûr que c'est très chronophage. Aujourd'hui, moi, je reçois des tonnes de mails, je suis sollicité beaucoup par les appels. Enfin voilà, c'est sûr que... Pourtant, tu es là avec moi aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on arrive toujours à prioriser, à se trouver un petit peu de temps. Voilà. Et même,
discuter avec des gens, des fois tu te dis mais ils ont des vies de dingue et pourtant là aujourd'hui ils sont en train de parler avec moi. Enfin même toi par exemple, on y reviendra après, mais tu gères plusieurs régions, etc. Enfin t'as quand même un poste assez important et entre guillemets tu fais le plaisir, tu prends du temps pour être là aujourd'hui et du coup moi des fois ce qui me surprend un peu, c'est que des fois c'est ceux qui ont le plus de temps disponible qui vont te dire j'ai pas le temps, alors qu'il y a des gens, des fois même le président de la République, il trouve du temps pour faire des choses en fait. Enfin si t'as vraiment envie de le faire et que c'est important pour toi, tu trouves du temps et des fois c'est justement les personnes qui ont le moins de temps disponible qui vont réussir à prendre du temps pour faire encore d'autres choses. Tu te dis mais c'est pas possible, ils font déjà 10 trucs et non, ils vont se rajouter encore une casquette, tu vois. Et ça c'est ce que tu dis, c'est une question de mindset. Et toi, qu'est-ce que t'entends par mindset un peu? Donc mindset, je pense que les gens ils savent bien la traduction, c'est-à-dire l'état d'esprit. Et donc je pense que voilà, l'état d'esprit, il faut réussir à le faire évoluer. Et je pense qu'il faut vraiment aller vers l'ouverture. Donc je pense que c'est ça, quoi. Donc du coup, enfin voilà, après là je retrouve plus mes mots, mais C'est pas grave, on aura l'occasion d'y revenir après. Ouais. Du coup, donc tu restes 6 ans dans ce cabinet, t'évolues dans ton poste ou... Oui, alors de toute façon très rapidement, j'ai eu la confiance du directeur de bureau, donc il m'a donné les plus gros dossiers qu'il suivait lui-même, donc ça c'était très appréciable. Donc ça m'a permis de monter en compétence. J'ai géré des gros dossiers de régime Murphy, etc. J'allais voir les dirigeants d'entreprises assez importantes, donc ça c'était appréciable. Et après, au bout des 6 ans, je suis arrivé un petit peu, j'avais vu le tour. Et comme je suis quelqu'un qui a toujours envie d'être passionné, etc., si je m'essouffle, il faut que j'aille voir autre chose. Donc du coup, j'ai été me vendre dans d'autres cabinets pour découvrir d'autres façons de travailler, parce que je pense qu'effectivement, moi, j'ai eu l'occasion aussi, en étant formateur chez un éditeur de logiciels, de faire le tour de la France, de rencontrer plein de cabinets, plein d'experts comptables. Et c'est vrai que c'est très enrichissant parce que on rencontre, même si c'est le même métier, même si on fait tous la même chose, finalement, on a des façons, des méthodes, des approches. Voilà, c'est l'humain aussi qui vient derrière, et ça, c'est intéressant en termes d'enrichissement où tout le monde est différent finalement. Il n'y a pas un expert comptable qui se ressemble. Moi, j'ai l'impression que c'est comme tous les êtres humains, en fait, on est tous différents finalement. Exactement, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, je pense que l'expert comptable, il renvoie une image un petit peu austère pour certaines personnes, où ils pensent que voilà, on donne une casquette à l'expert comptable, c'est tous les mêmes, ils sont comme ça, etc. Alors qu'en fin de compte, c'est pas du tout vrai, hein. Chaque expert comptable, il y a un homme et une femme derrière, et ils sont tous différents, quoi, très clairement. Donc là, quand tu changes de cabinet, c'est simplement pour autre chose, mais tu restes quand même dans la compta. Oui, tout à fait. En fin de compte, je m'étais quand même bien épanoui dans le métier. Je me sentais en confort dans la maîtrise de mon métier. Donc ça, c'était important pour se vendre. Et donc du coup, j'ai eu une petite aventure rapide dans un cabinet où là, ça m'a pas forcément plu. Et après, j'ai réussi à aller dans un cabinet parisien avec une clientèle intéressante dans le domaine relationnel. Parce que c'était des gens issus du showbiz, de la télé. Voilà, j'ai vécu des petites anecdotes assez sympas. Tu peux nous raconter? Oui, il y en a une où je me souviens et je m'en souviendrai toujours. J'ai eu la chance de vivre la création de My Major Company. Donc c'est une société de crowdfunding dans le domaine musical. Ils avaient fait l'album de Grégoire. Donc j'ai connu Grégoire qui touchait le RSA. Ou le RMI, je ne sais plus à l'époque ce que c'était. Il jouait de la guitare devant moi. On a joué aux échecs d'ailleurs parce qu'il aimait bien jouer aux échecs. Et du coup, j'ai connu ça, cette histoire où un des associés, Seven Barsikian, qui m'a mis en relation avec Grégoire, il me dit ouais, vas-y, participe à l'album. Moi, je connaissais pas du tout le concept du crowdfunding, etc. J'avais mis 50 euros. Au bout du compte, j'ai récupéré 1000 euros, quoi. Mais bon, voilà, moi, j'étais pas très argent ni rien. Je l'ai fait, c'était juste pour... au départ, je pensais que je perdais 50 euros, quoi. Donc, c'était juste parce que je me suis laissé emballer dans le concept. Et puis voilà, donc j'ai découvert un certain nombre de chanteurs. Irma, qui grattait la guitare sur le balcon. Donc, j'ai côtoyé le fils de Jean-Jacques Goldman aussi, c'est un des associés de la boîte. Donc, j'étais dans l'univers, là, c'était vraiment très appréciable, cet écosystème. D'ailleurs, une vidéo qui est encore sur Facebook, des fois, je revois, où j'avais été filmé. C'était marrant. Tu voyais le comptable bien rigoureux, avec sa chemise, sa cravate, un peu timide et réservé, du coup.
Mais voilà, donc c'est une époque qui était assez marrante, sur laquelle je me souviens. Et donc là, tu restes combien de temps alors dans ce cabinet-là? Donc là, je suis resté 3 ans et demi, 4 ans dans ce cabinet-là. Et puis, au final, ça faisait 12 ans que j'étais en cabinet. Je m'essoufflais dans le métier. Au final, finalement, je maîtrisais mon métier, je gérais les dossiers de A à Z et je répondais tout à fait à ce qu'on me demandait. Mais du coup, je n'arrivais plus à m'épanouir, je me plaisais plus. Et donc, du coup, j'ai eu une opportunité, une offre que j'ai vue sur Monster d'une société d'édition de logiciels qui me plaisait bien. Donc, j'utilisais certains outils d'ailleurs dans mon cabinet. Et du coup, il y avait une agence qui se créait à côté de chez moi à Pontoise. Donc, du coup, j'ai osé faire le pas, quitter le cabinet pour entrer dans le monde de l'édition de logiciels. Voilà. Donc ça veut dire qu'à l'époque, là, quand tu te dis, ouais, la compta, c'est plus, enfin, quand tu veux changer de job, en fait, tu te dis pas, je vais rechercher un poste dans un autre cabinet. Tu Voilà. te dis, je vais chercher à faire autre chose. C'est ça. Donc, du coup, mais après, je m'appuyais malgré tout sur mes acquis parce qu'ils recherchaient ce qu'ils appellent un mouton à 5 pattes, quelqu'un qui avait la capacité technique comptable pour pouvoir aller former des cabinets justement sur les logiciels comptables, métiers, etc. Et en même temps qui ait un peu une casquette commerciale. Parce que du coup, comme c'était une petite entreprise à taille humaine, on va dire entre guillemets, quand je l'ai intégrée, ils n'avaient pas une équipe terrain importante et ils demandaient à ce qu'on ait une double casquette. Donc on était autant commercial que formateur. Donc l'avantage, c'est comment on assumait ce qu'on vendait. Et ça t'a pas fait peur alors? Parce que tu disais que juste avant, en plus, on t'avait vu sur une vidéo où t'étais un peu réservé, timide. Du coup, de te dire, tu vas former des gens et tu vas avoir une casquette commerciale. Alors en fin de compte, c'est assez marrant parce que moi, je suis quelqu'un qui me pose pas trop de questions. Je suis un fonceur et j'aime prendre des risques. En fin de compte, je travaille la confiance en soi. C'est sûr qu'à tout au moment de ma vie, j'ai toujours eu des manques de confiance. Donc tu te remets dans tes retranchements, tu as des peurs, etc. En plus, Ludovic qui m'avait recruté, au départ, il me mettait en mode, il me filmait et tout pour me mettre en mode de situation avant que j'aille vraiment sur le terrain en réel pour présenter les logiciels, etc. C'était vraiment une phase qui était vraiment difficile, je m'en souviens, mais c'était une phase assez très courte parce qu'il m'a mis tout de suite sur le terrain. Et après, il a vraiment apprécié ma façon de faire et tout, et il m'a mis en confiance et du coup, j'ai décollé, quoi. Et comment ça s'est passé alors tes premières formations, tes premiers pas sur le terrain? Est-ce que t'étais à l'aise? Est-ce que... Ouais, bah j'étais super à l'aise parce que du coup j'avais ce côté empathique, à l'écoute, etc. Et bah j'avais bien bossé déjà pour finalement, comme j'ai un manque de confiance, moi il faut toujours que je me surpasse dans l'apprentissage pour avoir une grosse maîtrise. Et donc du coup j'étais super à l'aise pour présenter le produit. Et donc du coup ça s'est super bien passé parce que je suis à l'écoute des clients et j'avais une facilité d'empathie puisque j'ai été de l'autre côté. Donc du coup, j'avais plus de facilité à me mettre à la place d'un collaborateur ou d'un expert comptable parce que j'ai travaillé en cabinet. Donc ça aide beaucoup plus, quoi. Peut-être que même eux, ouais, les clients, on va dire, ça les rassurait un peu. Enfin, peut-être que j'ai l'impression que, alors moi, peut-être naïvement, mais pour moi, ça me paraît logique que si tu formes sur un logiciel, tu vois que tu connaisses un minimum, mais j'ai l'impression que dans les éditeurs, en fait, ceux qui forment n'ont pas forcément fait de compta. Du coup, ils étaient peut-être agréablement surpris que tu maîtrises à ce point le côté technique, justement. Ils étaient peut-être pas habitués. Oui, alors ça, je sais pas, faudrait leur poser la question, mais c'est sûr que, en tout cas, il y a une relation qui se fait très forte avec mes clients parce que je les accompagne tout au long de ma carrière, on va dire. Une fois que j'ai vendu les logiciels, j'ai une relation qui s'instaure. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir toujours un contact comme ça. Et c'est ce côté passionnant du métier au final. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement de la vente, c'est tout ce côté de relation et d'accompagnement qui va se faire après, qui est vraiment intéressant parce que ce qui m'intéresse encore une fois, c'est d'apprendre. Et donc, c'est d'être avec les gens sur le terrain où on en apprend tous les jours, on apprend tout le temps. Et aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, avec tout ce qui se passe, avec tous les sujets qu'on évoque par rapport aux challenges qu'on demande à la profession, etc., je trouve ça très passionnant. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de curieux par nature, donc du coup, je suis très connecté. J'ai participé au think tank des Moulins de Philippe Barré. J'ai lu des livres tels que les livres de Pascal Viau. Voilà. Je peux expliquer
Alors qui sont Philippe Barré et Pascal Viau, Oui, pour ceux qui nous écoutent. Philippe Barré, je pense qu'il est très connu. Donc c'est un consultant expert comptable diplômé qui a créé la société Biredi, mais qui tient aussi un cabinet pluriel consultant sur la région parisienne, mais qui du coup accompagne les cabinets sur différents axes, RH, marketing, etc. Je l'ai connu parce qu'en fin de compte, il intervenait dans mon dernier cabinet également où j'ai travaillé, donc je le connaissais déjà par ce biais-là. Et puis comme j'étais curieux, je voyais qu'il avait créé Think Tank des Moulins, tout ça, donc j'ai participé, j'allais le soir et tout aux réunions. C'est quoi alors le Think Tank les Moulins? C'est justement une réunion avec les experts comptables pour essayer de réfléchir par rapport à l'avenir de la profession. L'idée, c'est effectivement de faire bouger les lignes au niveau de la profession par rapport aux difficultés que rencontre la profession actuelle, qui prend de plus en plus d'ampleur. Mais ça a déjà été anticipé et pensé depuis déjà une bonne décennie par Philippe Barré, au final. Du coup, pour ceux que ça intéresse, il y a une étude, enfin, il y a même plusieurs études qui ont été faites. Oui, voilà. Donc, vous pouvez effectivement aller télécharger les études et tout. C'est très intéressant, quoi. Parce qu'aujourd'hui, elle est toujours d'actualité et il y a pas mal de choses intéressantes à aller y voir, quoi. Voilà. Et Pascal Viau, du coup? Alors, Pascal Viau, c'est pareil. Dans ma curiosité, je me rappelle plus à quel moment j'ai eu l'occasion de voir ce qu'il proposait, mais j'ai eu l'occasion d'aller acheter quelques livres, notamment un petit bouquin qu'il a fait simple pour les collaborateurs par rapport à la vente. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, il intervient notamment sur ce sujet-là pour donner peut-être une autre vision de l'approche de la vente. Parce que des fois, je pense que ça soit dans le métier de l'expertise comptable ou même moi, les rapports que j'ai avec ma famille, les gens proches, etc., quand je les questionne, ils n'ont pas forcément une image de la vente, alors que moi, j'ai une image de la vente tout à fait différente en étant, entre guillemets, commercial, quoi. Donc ça, je vous invite grandement aussi à aller lire tout ça. Parce que effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde vend tous les jours. Tu as peut-être un petit copain, des fois tu as un film qui t'intéresse plus que lui, et ben tu vas aller lui vendre pour qu'il aille avec toi voir le film ou un concert, etc. Donc au quotidien, en fin de compte, tu vends tout le temps. Et c'est ça la vente. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous plaît, il y a quelque chose qui nous intéresse. C'est différent quand même quand tu vends quelque chose entre guillemets de gratuit, tu vois, quand il n'y a pas la notion d'argent. Oui, alors je sais pas, parce que moi je me pose pas trop la notion d'argent. Je pense que l'argent, c'est vraiment la dernière étape finale de la vente. On va parler d'argent parce qu'il faut bien à un moment donné dire bah voilà combien ça coûte. Mais de toute façon, le sujet c'est pas l'argent. Le sujet c'est qu'est-ce que ça va m'apporter. De toute façon, la vente c'est tout un circuit. Il y a un problème et aujourd'hui nous on est là pour solutionner le problème. Donc on va identifier le problème et voir comment on va pouvoir le résoudre. Donc c'est tout un circuit. Et puis après la vente aussi c'est on a un client. Déjà, on a ce qu'on appelle un prospect qu'on va transformer en client et un client qu'on va transformer en ambassadeur. Qu'est-ce que c'est la différence entre prospect et client? Pour ceux qui sont vraiment novices en vente. Un prospect, en fin de compte, c'est un individu qui fait partie de ton marché, qui peut devenir potentiellement un client, mais qui ne l'est pas encore, quoi. Voilà. Donc, par exemple, un expert comptable qui a d'autres logiciels que le mien, c'est forcément un prospect. Voilà. Parce que potentiellement, il va être intéressé par le logiciel, Exactement. mais il n'a pas signé encore. Voilà. Donc potentiellement, il y a même l'étape avant prospect où du coup, il n'a pas de besoin, il est très content de ce qu'il a, etc. Un prospect, on va dire, c'est déjà un expert comptable qui va effectivement être à la recherche de quelque chose pour aller solutionner un problème qu'il rencontre. Voilà. Et si on revient, tu disais que tu avais retrouvé un peu le côté humain et échange en basculant de l'autre côté dans la vente de logiciels. Et ça, c'est quelque chose que tu ne retrouvais pas dans ton métier en compta, du coup? Alors, un petit peu quand même, parce que de manière naturelle, comme je suis on va dire, j'ai facilement le contact avec les gens. J'étais au contact de mes clients, dirigeants, etc. Sauf qu'après, la relation, elle était vraiment centrée sur le métier en lui-même par rapport à la compta. Du coup, on n'allait pas vers d'autres choses que j'aurais peut-être aimé faire pour avoir ce côté passionnant, on va dire, d'accompagnement des dirigeants, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on parle effectivement peut-être d'aller vendre d'autres missions complémentaires, notamment de copilotage auprès des dirigeants. Je pense que le collaborateur, certains profils de collaborateurs en tout cas, de par ses compétences relationnelles et d'écoute et d'identification de besoins, peuvent avoir cet accompagnement de ce rôle d'accompagner les dirigeants, quoi. Donc on a peut-être des collaborateurs aujourd'hui qui vont plus s'épanouir un peu avec un aspect
commercial. Oui, tout à fait. Je pense que le fait de renforcer le côté relation et d'aller vers l'humain va apporter un côté fun du métier où finalement on va pas rester que dans de la technique devant son ordinateur à faire de la production comptable. On va aussi avoir un moment de relâchement où on va être plus en contact avec l'humain et du coup on va pouvoir déjà peut-être monter en compétence sur l'analyse de ce qu'on fait parce que souvent moi je vois des comptables à la limite un bilan et s'ils ne prennent pas suffisamment d'auteur pour analyser qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. On va parler d'un SIG ou d'autres choses, mais voilà, les tableaux de bord, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les collaborateurs, on peut les faire monter en compétence, justement sur cette prise d'auteur et de comprendre le sens de ce qu'ils font par rapport à la production, et après d'avoir un échange par rapport à ça avec les dirigeants. Ok, super intéressant. Du coup, là, tu étais dans la boîte d'éditeurs de logiciels, donc tu faisais de la formation plus. Comment ça évolue? Enfin, tu restes combien d'années là-bas? Alors, en fin de compte, c'est vrai que j'ai été recruté parce qu'il y avait un vrai challenge de l'entreprise. Elle s'était engagée à réécrire un nouveau produit. Donc, on m'avait aussi vendu ça en disant, voilà, c'est une entreprise qui a un vrai projet où il y a un vrai challenge, il y a une croissance et tout ça. Donc, il y a une aventure derrière qui arrive, quoi. Et puis, très rapidement, il y a eu une déception parce que, du coup, pour des raisons financières, je pense, le projet n'a pas pu continuer. Et donc, du coup, ils ont rejoint une autre société d'édition. Ils se sont fait racheter, tout simplement. Et du coup, ils sont restés sur leur cœur de métier et d'outils, on va dire, périphériques, orientés sur le conseil, etc. Mais du coup, moi, finalement, le côté commercial et tout ça, il se réduisait comme une peau de chagrin. On disait, voilà, du coup, tu vas arrêter de vendre ça, 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 et à la limite, tu vas faire plus de formation. Et finalement, moi, j'avais découvert ce côté commercial plaisant, intéressant, et j'aimais bien le côté binôme de pouvoir faire la vente et aussi de la formation. J'aimais bien de faire les deux. Je trouve que c'est intéressant en termes d'exercice de polyvalence. Mais c'est vrai qu'après, voilà, encore une fois, quand je les entendais parler, j'étais un mouton à 5 pattes et c'était loin d'être évident de retrouver ce genre de profil. Mais bon, voilà, après, du coup, j'ai naturellement glissé vers le poste de commercial, mais du 100% commercial dans la boîte qu'avait racheté la société, quoi. Donc, du coup, tu avais quand même évolué. Au début, tu faisais plus de la formation et à la fin, tu faisais aussi du commercial. Au début, je faisais commercial et formateur. Dès le départ, c'était inscrit quand ils m'ont recruté. L'objectif, c'était de vendre et de former. Voilà. Donc, on avait les doubles casquettes et ça me plaisait bien. Et après, par la force des choses, du coup, par rapport à l'organisation et à la taille de l'entreprise qui nous avait racheté, etc., et je peux comprendre, c'était pas structuré comme ça. Donc, du coup, je suis parti volontairement vers le poste 100% commercial. Et comment tu as évolué, du coup, dans tes compétences commerciales, parce que toi, tu n'avais pas du tout une formation là-dedans. C'est ça. Et tu étais plutôt introverti exactement. Au début. Alors, comment on fait pour... déjà, par rapport à mes collègues, ça m'amusait parce que les collègues, ils me regardaient un petit peu avec des yeux bizarres. Ils me disaient, mais toi, tu es issu de la compta. Enfin, voilà, t'es pas commercial, t'es comptable, quoi. Donc déjà, eux aussi, ils avaient un regard assez amusant par rapport à mon profil. Et puis finalement, après, quand ils ont vu que je me débrouillais très bien et que je faisais le job, je faisais mes objectifs et tout ça, finalement, après... voilà, je pense qu'aujourd'hui, la vente, très honnêtement, chacun vend à sa façon. Il n'y a pas une façon de faire, de vendre. Je pense que chacun a sa méthode. Et moi, ma méthode, elle me convenait très bien et ça fonctionnait très bien, quoi. C'est quoi alors ta méthode? Moi, ma méthode, c'est tout naturellement. En fin de compte, déjà, pour bien vendre, à mon sens, il ne faut pas vouloir vendre. Faut pas du tout être focus à vouloir vendre. Il faut déjà se concentrer à l'écoute des gens. Déjà les faire parler et déjà les écouter et comprendre leurs besoins. Donc déjà, au départ, c'est pas chose facile parce que moi, j'aime beaucoup parler. Mais au départ, au final, il faut laisser parler. Ça, c'est une des règles fondamentales, mais que j'ai finalement découvert après, parce que j'ai fait une formation aussi à la Neuro Business School, dans les neurosciences, etc. Mais du coup, j'ai appris des choses que finalement, j'avais acquis de manière innée, on va dire. Donc l'idée, effectivement, c'est vraiment être dans l'écoute et s'intéresser aux personnes. Et puis après, montrer, effectivement, faire une petite présentation du logiciel, etc. et de voir comment on va pouvoir y répondre, etc.
Et puis après, c'est vrai que moi j'avais cette force parce que j'avais cette connaissance technique, donc j'étais hyper à l'aise et je comprenais facilement les choses. Moi aujourd'hui, je peux faire 1 million, donc je connais même les numéros de CERFA, je connais la fiscalité, parce que j'adore la fiscalité, hein, c'était un de mes plaisirs en cabinet, hein. La fiscalité, c'est un des sujets que j'aimais bien, donc moi, tout ça, j'ai pas, voilà, je suis assez curieux et tout ça, moi j'en parle facilement, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris d'autre? Là, tu disais que tu avais appris aussi avec l'expérience de te dire qu'il fallait écouter avant de parler, de vendre son produit. Est-ce qu'il y a d'autres, pas forcément des trucs compliqués, mais des fois c'est du bon sens qu'on n'a pas forcément intellectualisé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as appris que tu pourrais nous expliquer? C'est vrai que là, comme ça, brut de pomme, c'est pas évident à. Parce que moi, les choses, je les vis de façon naturelle. En fin de compte, c'est ça qui est assez marrant, c'est que du coup, moi, je vis les choses de manière naturelle. Donc, mais pour moi, en tout cas, l'aventure, elle est vraiment sur le côté humain, sur le côté de l'échange et de la relation. C'est le point clé où je me plais, en tout cas, dans ce métier-là. Et aussi, surtout, du coup, je mets, entre guillemets, sans de grandes prétentions, une petite casquette de consultant. Dans la mesure où j'aime bien des fois me poser avec les collaborateurs, les experts, voir un peu comment ils travaillent, pour voir les méthodes qui sont mises en place et voir comment ils pourraient éventuellement les améliorer, quoi. Je pense que ça aussi aujourd'hui, une des pistes qu'on voit en cabinet des nouveaux métiers qui peuvent rester et faire évoluer. Moi, j'ai vu aussi sur LinkedIn une comptable qui a évolué en tant que référent méthode digitale du cabinet. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des vrais besoins aussi en ce sens. Où on a besoin des ressources dédiées à ça pour accompagner les collaborateurs qui n'ont pas forcément ce temps de se consacrer à la maîtrise de la gestion des flux, etc., quoi. Parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas forcément 100% magique parce qu'on a plein d'entreprises qui ont des outils de gestion commerciale différents, etc. Donc des fois, il faut quand même analyser un petit peu de quelle manière on va pouvoir intégrer les données dans la compta, etc. Donc aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a aussi des méthodes, donc aujourd'hui, voilà, il y a des postes qui se mettent en place au sein des cabinets qui peuvent être également intéressants et qui peuvent être dédiés à des gens qui ont ce profil. Donc en gros, ce que tu disais, c'est que même quand on vend, faut pas se focaliser sur le produit, faut se focaliser plus sur le client en général. Oui, exactement. C'est ce qui est le mieux. Tout à fait. Et est-ce que tu penses que c'était un plus quand même, le fait que tu sois passé par la compta avant pour vendre du coup justement des logiciels Nécessairement, en tout cas, moi je le vois comme un plus. Pour moi, c'est une grosse force, c'est sûr. C'est une grosse force parce que déjà, comme j'ai travaillé 12 ans en cabinet, il y a le côté empathique. On arrive plus facilement à se mettre à la place de la personne. Quand elle te parle, tu comprends. Tu arrives à te retourner le cerveau, entre guillemets, et à se mettre à sa place pour comprendre ce qu'elle évoque. Et donc, comme moi, je suis quelqu'un d'assez sensible, etc., des fois, je ressens les émotions et du coup, je comprends plus facilement les choses. Par exemple, tu sais qu'il faut pas trop les harceler en mars-avril s'ils répondent Oui, pas. ça m'amuse. C'est des choses bêtes, mais... C'est ça. Alors des fois, bien sûr, des fois je les appelle quand même, mais des fois ils me font la remarque, mais je leur dis oui, je sais, je sais très bien. Après, le but c'est pas de leur monopoliser mon temps, mais encore une fois, je pense que voilà, effectivement, ça je le sais bien, mais des fois c'est aussi des moments où on peut aussi malgré tout prendre une petite pause et puis réfléchir, quoi. Mais après ça revient sur le sujet au début qu'on a parlé, hein, sur le temps. Des fois il y a des experts comptables, ils se donnent malgré tout le temps, même en pleine période fiscale, de donner un petit peu de temps parce que le choix de logiciel, tout ça fait partie de la stratégie et c'est des choses, quand même, des sujets hyper importants pour le cabinet, quoi. Et il y en a même aujourd'hui qui en avril, peut-être en mars c'est un peu tôt, mais qui en avril ont fini la période fiscale parce que justement ils ont bien optimisé. Alors j'en connais pas énormément et pour l'instant il y en a aucun qui est prévu sur le podcast. Il y en a qui m'entendent et qui sont concernés. Alors moi je peux vous confirmer que donc le dernier cabinet, moi je finissais mes bilans vers le 15 avril. Et aujourd'hui, mon collègue, j'ai un des collègues du cabinet où je suis gardé des relations très fortes avec lui. Il finit toujours ses bilans le 15 avril. Donc, ça existe. En fin de compte, voilà, pour moi, la méthode, en tout cas, moi, je fais un bilan tous les mois. Hein. Donc, tous les mois, déjà, je révise mes comptes, tout est lettré, les comptes sont propres. Donc, forcément, quand on arrive au bilan, le travail est peut-être moins important. Après, je dis pas que c'est facile, hein. Après, moi, j'ai une méthodologie, j'ai appris le métier comme ça, et du coup, après, voilà. Mais je pense qu'effectivement, c'est lié aussi sur de l'organisation et des méthodes.
Donc là, si on revient à ton parcours, la boîte se fait racheter. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu restes? Est-ce que tu pars? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? J'ai demandé à avoir un transfert de poste. Donc, il y a eu un transfert contrat de travail. J'ai réintégré, j'ai eu un avenant à mon contrat de travail en tant que commercial à 100% dans la nouvelle boîte. Voilà, en conservant l'ancienneté. Et en quoi ça consiste concrètement? Parce que commercial, on sait que normalement, voilà, on vend. Mais qu'est-ce que tu faisais au quotidien, par exemple? En fin de compte, j'avais dupliqué déjà ce que j'avais appris avec la boîte initiale sur l'aspect de la vente. C'était déjà justement de s'appuyer sur mes forces qui étaient liées à la technique et donc à la maîtrise et à la compréhension du logiciel. Après, la vente, elle ne tourne pas que sur la présentation du logiciel. Déjà, il y a un premier rendez-vous, on n'est pas obligé de présenter le logiciel puisqu'on va être vraiment dans l'échange pour comprendre, poser plein de questions, etc. Voilà. Donc, il y a différentes phases au niveau de la vente et chaque phase est enrichissante et intéressante. Et donc, après, de manière innée, je pense que j'ai appris à exploiter les différentes phases. Mais la phase la plus importante, faut pas se le cacher, c'est la présentation du logiciel parce que les experts comptables aussi sont des techniciens. Et alors pas tous, parce qu'effectivement en fonction, je dirais, des rôles qu'on peut avoir dans les cabinets et aussi par rapport à la taille du cabinet, forcément si on est dirigeant d'un cabinet de 200 personnes, on va peut-être pas avoir la même casquette d'un expert comptable sans avoir péjorativité, mais c'est logique, c'est naturel, c'est le bon sens, d'un cabinet de 5 ou 10 personnes. Donc forcément, on peut avoir du coup en face de nous des gens différents. Et donc il faut s'adapter dans ton circuit de vente aux personnes que tu as en face. Tu vas pas faire une démo hyper approfondie dans le logiciel si le dirigeant il gère un cabinet de 200 personnes parce que lui, c'est pas ça qui va l'intéresser. Lui, il va avoir d'autres sujets. Et donc, il y aura forcément des interlocuteurs différents. Et donc, c'est ça qui est aussi enrichissant dans l'aspect de la vente, c'est que tu vas vendre à des différentes personnes en face. Et oui, du coup, si je peux donner un exemple, c'est par exemple quand on vend un vélo, en fonction de la personne à qui tu vends, ça tu peux vendre un vélo en disant que en gros c'est écolo, en disant que tu vas entre guillemets faire une activité sportive et que du coup tu vas peut-être perdre du poids ou je sais plus c'était quoi la dernière peut-être ouais tu vas faire des économies de carburant parce que maintenant ça coûte cher alors que tu vends le même produit mais en fonction d'à qui tu t'adresses, de ta cible, tu vas pas avoir le même message en fait. Exactement, tout à fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est tout à fait ça, effectivement. Tu pourrais reprendre l'exemple. Donc là, tu es toujours dans la première boîte ou... Non, du coup là, après effectivement, on va dire au bout de 7 années dans les 2 boîtes, du coup j'ai fait une pause. J'ai voulu tenter l'aventure entrepreneuriale en étant consultant indépendant pour les experts comptables. Ça m'a permis justement d'utiliser ce côté passion pour avoir plus de temps libre, pour faire de la veille et d'aller à la rencontre de gens, etc. Donc là, j'avais beaucoup plus de temps justement pour lire les livres de Pascal Viau, d'aller au think tank Les Moulins. Donc c'était cette période-là assez courte où j'ai eu cette liberté de voyager et d'aller au niveau de la France, d'aller à des événements et tout ça, et de rester très impliqué dans le marché de la profession, mais avec un regard encore autre. Et donc, du coup, ça m'a permis de m'impliquer encore plus dans les problématiques de la profession, etc. Et donc, ça a été très enrichissant, quoi. Et c'était quel type de service que tu faisais auprès des cabinets ? Alors, en fin de compte, j'ai fait plusieurs services. Alors, pour la petite histoire, j'avais eu des clients experts comptables, un couple sur Paris, qui me connaissaient parce qu'on avait fait des formations groupées avec le cabinet où j'étais. Donc, on s'était connus, où j'étais collaborateur et en formation avec eux qui étaient experts comptables. Donc, on se connaissait déjà avec la casquette d'avoir travaillé en cabinet. Du coup, on s'appréciait, etc. C'est des gens, c'est des amis, on se tutoie, tout ça, et on a des super échanges on se voit de temps en temps. Et du coup, ils m'ont missionné, c'était mon premier client en tant que consultant indépendant, pour faire un comparatif justement entre deux logiciels, du coup. Et ça m'a permis d'approfondir la veille sur le logiciel pour qui je travaille aujourd'hui. C'était l'occasion de découvrir l'outil qui m'a convaincu parce que sinon je ne travaillerais pas pour eux aujourd'hui. Et ça aussi, c'est un des éléments fondamentaux de la vente. Il faut être convaincu de ce qu'on vend. Voilà. C'est mieux en général. C'est ça. Et du coup, toi, là, tu as tenté l'aventure entrepreneuriale. C'était
vraiment parce que tu voulais avoir plus de temps pour toi. Enfin, tu t'es dit que c'était du court, tu savais que c'était du court terme ou tu te disais que potentiellement ça allait durer? Alors, très honnêtement, dans ma petite tête, je savais que c'était du court terme. Parce que je savais que j'étais pas né pour être entrepreneur. Je l'ai fait vraiment parce que j'avais besoin de faire une pause, de souffler. Et puis, en même temps, de profiter de ce temps libre pour aller à la rencontre de tout ce que je viens de te dire. Parce que c'est ma passion, c'est ce côté curiosité, etc. Mais toujours, je suis vraiment passionné du métier, du marché de l'expertise comptable. Je suis né dedans. En étant collaborateur, maintenant en étant dans le monde de l'édition. Mais voilà, mais du coup, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est ce côté diversité. Tous les sujets qui tournent autour de la profession, c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà, il y en a beaucoup. C'est ça, c'est ça. Sur notre activité. Exactement. Et donc, cette période-là où tu es consultant, ça dure combien de temps, du coup? Alors ça dure à peu près 1 an, donc voilà, rapidement pour des raisons de revenus, parce que j'avais pas non plus je faisais pas un chiffre d'affaires phénoménal, donc du coup j'avais profité de l'aide de l'ACRE, donc je touchais le chômage malgré tout, donc après voilà, je suis reparti en tant que commercial dans l'entreprise où je suis actuellement, mais maintenant ça va faire bientôt 4 ans. Et du coup c'était une volonté vraiment, enfin, t'as cherché un poste de commercial parce que ça t'avait plu? Oui, effectivement, le côté commercial avec, du coup, toujours garder cet échange avec les clients et de faire de l'accompagnement après la vente et tout ça, franchement, ça me plaît énormément. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à 2 amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on retrouve Philippe pour la suite de son parcours. On parlera de techniques de vente, de perception de la valeur et même de neurosciences, des sujets peu souvent abordés et qui sont pourtant fondamentaux. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.